Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord d'abord, effectivement, avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation qui est paru chez Michel Lafon. Et vous êtes également à la tête, avec d'autres évidemment, du comité de soutien à Boualem Sansal. Et évidemment, nous en reparlerons. On en a parlé toute la semaine et nous continuerons d'en parler autant de fois qu'il le faudra. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Mehdi Raïch, analyste politique, et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation et journaliste pour l'Hémicycle, avec une couverture assez joyeuse de politique en vacances. Qu'est-ce que tu votes pour les vacances? Avec qui partiriez-vous en vacances? Je vais vous faire le petit test dans un instant. Grève des contrôleurs aériens. Un scandale, on peut prononcer le mot. Comment trouver 40 milliards sans augmenter les impôts? Les profs sidérés par la baisse des exigences pour le brevet des collèges. Les parlementaires qui réfléchissent, et le gouvernement, enfin c'est le Sénat, pour permettre au commerce d'ouvrir le 1er mai. Un certain nombre, ça va vous réjouir, ça Sophie. Oui. Et puis Cécile Colère et Jacques Paris, donc nos deux otages en Iran, otages emprisonnés, accusés d'être des espions du Mossad. Ils risquent la peine de mort. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. Sophie, on commence avec vous. Un coup de gueule. Ah non, mais un coup de gueule, un hurlement de gueule. Dans la situation dans laquelle on est. Vous savez que la loi anti-Shine, on veut faire une Chine, loi... on dit. On dit Chine. Oui, moi aussi je disais Shine, mais c'est Chine, c'est le géant chinois de la fast fashion. D'accord, ça s'écrit S-H-E-I-N, c'est pour ça que je précise. Alors... Qui a embauché Monsieur Castaner comme lobbyiste. Voilà, bien sûr, on peut le dire. On dit Castaner et pas Castaner, alors, comme eux. Voilà, Castaner. Voilà. Alors, il y a une loi, évidemment, qui est présentée comme une victoire dans la lutte contre Chine, le géant asiatique de la mode low cost. Alors, la proposition de loi, je vais vous lire ça parce que c'est surréaliste. Proposition de loi s'attaque d'abord à la mode ultra éphémère. Il y a un nouveau mot, la PPL, qui s'attaque à ça. Mais ils ont fait tellement fort que, évidemment, ça n'épargne en aucun cas les fabricants français. Parce que toutes les normes qu'ils ont mises pénalisent ce secteur. Il faut le dire, qui marche très mal actuellement. Oui. C'est Bernard Cherki, qui est le président de l'Alliance du commerce, qui réunit 150. Parlez bien dans le micro, Sophie, on vous entend pas. 41, c'est rare. 41. Restez à côté. Oui, bien rester là. Un début à tout. Voilà. Non, mais c'est un secteur qui fonctionne mal, qui est concurrencé par cette fast fashion. Il y a une loi. 150 enseignes, 41 milliards de chiffre d'affaires, etc. Alors, Agnès Pannier-Runacher veut viser la fast fashion, qui inclut des anciennes comme Kiabi, Célio et Tam. Je veux dire, c'est quand même voilà. C'est des contre les mastodontes asiatiques, soi-disant. Donc, le secteur est monté au créneau. Il y a, alors, article 2, un malus écologique pénalisant les produits considérés comme n'étant pas durables. Je répète pas, vous avez bien entendu. Le but étant de limiter la surconsommation des boîtes des chaînes qui sont en train de faire faillite. C'est donc porté évidemment un coup à toutes celles qui exercent leur activité principalement en France. Maintenant, elles exercent en France, mais elles ne fabriquent pas en France. C'est bien ça le problème. Le problème n'est plus là. De toute façon, maintenant, quand on invente un coefficient de durabilité, un coefficient de durabilité qui va produire en 2025 10 € en 2030. Et ce coefficient est calculé selon 2 critères qui doivent être détaillés, mais ça va être détaillé. Le nombre de références de produits neufs. Hallucinant, qui ne pose pas de problème aux enseignes françaises, ça. D'autre part, l'incitation à réparer, basée sur le rapport entre le coût de réparation et le prix de l'article. Enfin, on est tombé sur la tête. Et alors là, en clair, un t-shirt vendu 5 € incite moins à la réparation qu'un autre à 100 €. Et pour qu'un produit soit considéré comme 100% réparable, son prix neuf doit être 3 fois plus cher que le prix de sa réparation. Mais enfin, on est dans un monde de fous. Au moment où notre pays est au bord de la faillite, le commerce, les enseignes, regardez les commerçants qui ferment. Le but, c'est quand même de protéger, arrêtez de protéger et laisser vivre. Vous allez être bouffé par Chine et on va acheter des trucs à 3 € fabriqués en Chine. Mais je peux vous donner... bien sûr. Valérie, c'est hallucinant.
il y a des boîtes qui devraient, on a fait le calcul, une enseigne qui vend 15 millions d'articles par jour, pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, se verrait une pénalité de 150 millions d'euros en 2030, 10 euros par produit, ce qui représente 50% de son chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on leur demande en échange ? En échange de quoi ? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire ? Pourquoi on leur demande de produire propre et moins ? Non, on leur demande rien du tout. Mais si, on leur demande de produire moins et d'arrêter de faire de la fast fashion, c'est ça le... Oui, mais c'est dur parce que c'est plus cher de produire propre et de produire avec des produits, avec des circuits courts, avec des matières nobles, avec des matières récupérables, recyclables. 70% des centres commerciaux touchés. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Il y a un moment où le protectionnisme, que je peux comprendre, Valérie, parce qu'effectivement, la Chine, mais lutter contre la Chine en se tuant soi-même... C'est ce que j'explique souvent, on ne peut pas se battre contre la Chine, on ne produira jamais moins cher que la Chine. Donc il faudra toujours se battre sur le design, sur le style, et puis, sur plein de choses. avec un pouvoir d'achat qui est en baisse, c'est une aberration. Qu'en pense notre économiste ? Je suis pas économiste. Il n'est pas économiste du tout. Merci ce matin, vous êtes économiste. Une compétence qui est loin d'être universelle. Mais je pense quand même qu'il a... Non, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Je pense sur le fond, c'est pas en économiste que je réagisse, que je ne le suis pas. C'est que quand même, il faut aujourd'hui protéger notre production. Le problème de la France, c'est qu'on ne produit plus. Mais là, on les tue, on les protège pas. Là où je suis d'accord, je vous rejoins, c'est qu'il faut peut-être moins de normes et surtout faire un effort sur le coût du travail dans ce pays. Ça, c'est évident. C'est évident. On se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On se moque de moi parce que c'était bien quand même. Hein. Le pastis, vous avez bien passé. Hein, ouais. Pastis, c'est Pequeño. Et alors, pastis s'écrit PASTI2SE. Et c'est l'AS. J'ai dit le 1, non, c'est l'AS. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN inéluctable victoire, est paru chez Michel Lafon et vous faites également partie du comité de soutien à Boilem-Samsal. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Mehdi Raïch, analyste politique. Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation et journaliste pour l'Hémicycle. Beaucoup de sujets encore aujourd'hui. On va évidemment parler de cette condamnation. Condamnation, ce sont les otages qui sont détenus en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris, accusés d'être des espions du Mossad. Ils risquent la peine de mort. La grève des contrôleurs aériens, les impôts ou pas pour combler ce trou de 40 milliards. Et donc la revue L'Hémicycle, je vais peut-être vous faire le petit test. La revue L'Hémicycle, excellente revue dirigée par notre ami Éric Revel. Qu'est-ce que tu votes pour les vacances et surtout avec qui tu partirais en vacances? Donc alors parmi les politiques, hein, parmi les politiques évidemment. Swift ou non, donc de François Bayrou à Gérard Larcher en passant par Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon. Trouve une femme jolie au ministère. Il y a beaucoup d'hommes. Hein. Il y a Yael Braun-Pivet, Rachida Dati. Vous, Sophie? Oh, certainement Agnès Pannier-Runacher. Non, je plaisante. Vous voulez dire comment vous l'appelez? Non, je partirai avec David Lisnard. Bon, d'accord. D'abord, sur la Côte d'Azur, c'est très agréable. Ouais. Et puis, c'est le seul qui dit des choses tous les jours, qui me remontent un tout petit peu. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc ça va, il est libre. Ah non, mais je Là, je suis encore en réflexion. Ah bon? Non, il y a Gabriel Attal, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Mais Jordan Bardella qui est en tête, Valérie. Absolument, mais j'allais le dire après. Ouais. Pardonnez-moi. Non, Jordan Bardella est en tête, suivi par Marine Le Pen, puis Gabriel Attal. Donc, mais Jordan Bardella, il arrive largement en tête, 28% contre 22% pour Marine Le Pen, suivi par Marion Maréchal, 19%. François Hollande, 17%. Oui. On peut rigoler au moins avec Hollande. 17%. Et le dernier, c'est François Bayrou. Voilà. Non, mais il y a plein. Et Retailleau, tout ça, pourquoi c'est pas là? Attendez, je vous les ai pas tous donnés. Bernard Cazeneuve, 5%. Si, il y a Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y en a combien? Jean-Luc Mélenchon, il est où? Il est pas. Ah, si, 8%. Il est devant, il est à égalité avec Yael Braun-Pivet, devant Gérald Darmanin. Ah, il y a des gens qui partent avec Yael Braun-Pivet. Sympa. Fabien Roussel aussi, 13%. Fabien Roussel. On l'a reçu l'autre jour, il est très sympathique pour les vacances. Bon, voilà. À condition de ne pas parler politique, je pars avec Roussel. Voilà, donc c'est à lire dans l'hémicycle. Bon, aucune idée, allez, on passe. Gilbert, un coup de gueule? Ouais, je ne sais pas si c'est un coup de gueule. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais le divorce entre deux hommes, vous savez, Trump, Musk,
Musk est consommé. Et ça révèle quelque chose de notre monde, un monde où l'argent peut donner l'illusion du pouvoir absolu, on l'a vu, un monde où la capacité à appuyer sur le bouton nucléaire vous autorise à dire n'importe quoi sur n'importe qui, et surtout à changer d'avis en une fraction de seconde. Alors, dans ces travaux prospectifs de la CIA, le cher professeur de la Sorbonne les a lus, j'en suis sûr, on parle d'un monde VUCA. C'est en anglais, mais je vais le traduire en français, vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Alors là, on est en plein dedans. Donald Trump et Elon Musk, ces deux figures super puissantes aux égos surdimensionnés, longtemps unis par la haine de la régulation, l'adoration du business sans limite et une défiance vis-à-vis des élites. Et ben, ils ont gagné ensemble la présidence. Il a fait gagner Trump, d'ailleurs, on dit. Oui. Il dit même que Trump est le président des États-Unis. Moi, je suis président du monde. C'est ce que disait Musk de lui-même. Aujourd'hui, le divorce est consommé. Trump menace de renvoyer Musk s'il se présente. En Afrique du Sud. Oui, de le virer évidemment de ses fonctions. C'est inacceptable, la trahison c'est inacceptable. Alors ce clash, c'est pas seulement une querelle d'ego, il dit quelque chose de notre époque, celle où les chefs d'entreprise deviennent des puissances politiques quand même, il faut le dire, et où les candidats à la présidence imaginent encore régner sur, s'illusionnent en pensant régner sur les grandes entreprises. Alors pour être positif et voir un peu plus loin avec ce divorce spectaculaire, il montre que les limites du mélange des genres, quand le pouvoir politique veut contrôler les rois du numérique en l'occurrence, et quand les patrons veulent jouer au président, ça finit souvent très très mal. Et je conclurai par dire que ce bras de fer pourrait être au fond une bonne nouvelle, une ligne est tracée. La démocratie, même abîmée parfois comme aux États-Unis, ne peut être une extension du conseil d'administration d'un empire privé. Alors, c'est assez juste, mais il y a actuellement d'ailleurs un mouvement, 80% des Français pensent qu'il faudrait mêler en tout cas les chefs d'entreprise aux décisions qui sont prises, en particulier en ce qui les concerne. Ils ne sont jamais consultés, les PME sont des gueux. On leur parle pas et c'est terrible. Donc je crois que le cas de Musk et de Trump est vraiment tellement atypique. En tout cas, on ne peut pas appliquer ça à la France. C'est évident. À aucun autre pays. Hein. En Russie, ça a été limite. Ouais, en Russie, limite avec les oligarques. Oligo-éléments, non, les oligarques. Mais maintenant, tout est... Mais on l'a évoqué tout à l'heure dans l'émission Média avec Jules Gansman sur le chef d'entreprise qui est Trump, qui fait des tongs. Il fait des tongs Trump, il fait des téléphones. Il fait deuxième coup de gueule. Il fait des tongs. Mondial de la tongue. Oui, il fait des tongs, il fait des tongs, il fait des téléphones, il fait des parfums. Un parfum. Alors, donc, vraie question. Le capital et la politique, c'est vrai, c'est une vraie question. C'est le sens du devoir et le sens du service public qui est au fond. Parce qu'on peut être entrepreneur et se mettre au service de l'État, il y en a qui l'ont fait. Et c'est ça le problème, c'est quand il y a un mélange des gens et qu'on dévoie l'un pour l'autre. Et ça me dérange. Et on en a en France, on en a partout, y compris en ce moment. Trump et Musk, c'était aussi une alliance des genres. On était plutôt sur une alliance conservatrice libertarienne. Qui est plutôt une alliance de circonstances. Alors dans les années 50, il y avait un théoricien politique, je crois que c'était Meyer, qui avait fondé le fusionnisme, en disant qu'on pouvait fonder le libertarianisme, qui en gros déteste l'État, c'est tout pour la propriété c'est la liberté, et le conservatisme. Sauf que c'est plutôt une alliance des genres, et politiquement ça peut être un projet viable pour une campagne, mais quand on est vraiment dans l'action politique, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, on le voit. Musk est plutôt minarchiste libertarien, si je dois le définir. Et encore, je suis pas sûr qu'il soit forcément de cette chapelle-là. Je pense pas qu'il ait théorisé son approche, en fait. Alors que Donald Trump est beaucoup plus pragmatique, mais il a plutôt une alliance un peu conservatrice de son côté, et ça fonctionne pas, en fait, sur le long terme. Mais c'est un mouvement qu'on commence à voir apparaître en France, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, peut-être avec vous, votre coup de gueule, Mehdi. Oui, je voulais revenir sur la séquence des Lougous, sur le retournement de veste de LFI sur le cas Boualem Sansal. Et j'ai trouvé ça... un retournement de veste léger. Hein. Très 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 léger, mais on le voit. On voit le communiqué de la France Insoumise qui a été fait il y a 2 jours suite à l'affaire des Lougous en Algérie. Il faut quand même signaler que des Lougous est allé dans un pays en étant parlementaire français, en disant j'embrasse le drapeau algérien, alors qu'on a 2 personnes, dont Boualem Sansal, qui sont de nationalité française, qui sont enfermées là-bas. Je tiens aussi à dire qu'en Algérie, il y a quand même une énorme répression qui est faite sur la population. Je pense notamment à des personnes, j'en avais parlé ici, à des personnes comme Jeanne Aham, qui sont des personnes qui ont critiqué le pouvoir et qui se retrouvent en prison, et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Et donc voir ce communiqué en se présentant comme des défenseurs de la liberté, en disant « Oh là, Christophe Glaise est enfermé », mais pas un mot sur Boualem Sansal, donc c'est la géométrie variable. Ça, c'est absolument dégoûtant. Moi, je connais, parce que je viens de cette communauté, 50% de ma culture, 30 ans de mon histoire, c'est l'Algérie.
Eh ben, moi, je connais des personnes qui sont en France aujourd'hui, qui ne peuvent même pas retourner en Algérie, parce que s'ils retournent en Algérie, ils vont direct en prison. Une personne comme moi, je suis pas sûr de pouvoir foutre le pied un jour en Algérie. Parce que le fait que j'ai critiqué... Dans le doute, on s'abstient. Ça va nous fatiguer de le défendre ici. Le fait que j'ai critiqué le pouvoir, le fait que j'ai notamment mentionné des fois des textes de l'islam, que j'ai fait cette critique-là, que j'ai voulu mettre en avant les apostats de l'islam. On a eu la séquence hier avec Majid Oukacha sur CNews qui a été très intéressante. Ouais. Moi, je peux pas aller en Algérie. Je connais une Algérienne, ses parents ne sont pas au courant. Je pensais, je ne veux pas dire son nom parce que si je cite son nom, elle va se retrouver. Ses parents ne savent pas qu'elle ne peut pas rentrer en Algérie. Parce que si elle y va, c'est fini pour elle. Et il y a toute une jeunesse qui est en France qui ne peut pas le faire. Et voir un député comme Sébastien Delogu aller là-bas, voir la France insoumise qui maintenant se drape un petit peu de cet esprit de liberté. Il faut défendre la liberté d'expression, il faut défendre les journalistes, alors qu'ils disent pas un mot sur Boualem Sansal. Quand David Guiraud, Rima Hassan et Taha Bouaf, ils ont fait des conférences là-bas, qu'ils ont présenté l'Algérie comme la Mecque des révolutionnaires, alors que c'est un pouvoir tortionnaire, je vous le dis tout de suite. Je trouve ça juste ignoble et c'est immonde. Pour moi, ils sont au niveau zéro de la vie politique. Donc c'est juste du cynisme au total. C'est cynique, c'est puant. Franchement, Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon se prend une bordée d'injures et d'insultes. Et le plus drôle, suite à le plus ironique dedans, c'est qu'ils ont une approche qui est décoloniale. Je tiens quand même à signaler, et je crois que Sébastien Delogu est fils de pieds noirs, ou petit-fils de pieds noirs. Vous croyez que le pouvoir algérien, il tolère les pieds noirs en Algérie ? Non, pas vraiment. Les harkis et les pieds noirs, c'est les deux ennemis attitrés de l'Algérie. Vous croyez que la communauté qu'entretient le pouvoir algérien, parce qu'il y a une vraie propagande d'État sur Canal Algérie, c'est propagande d'État pendant toute l'Algérie, pendant toute la journée. Vous croyez qu'ils supporteraient que Sébastien Delogu dise non, en fait c'est un pied noir qui vous a fait la promotion? C'est impossible. Ils supporteraient pas ça. Donc voir cette séquence-là, je voulais absolument faire un focus là-dessus parce que c'était juste, c'est exceptionnel de communication. Alors et de pourquoi il a fait ça, Mélenchon? Pourquoi d'un seul coup il s'est mobilisé entre guillemets? Parce que c'est indéfendable. Quand vous avez, en fait, on se retrouve avec des choses indéfendables. C'est pas son problème. La séquence est terrible parce que Boualem Sansal, du coup, il est franco-algérien par définition. On a eu la sentence mardi et juste avant il y a eu la séquence Delogu et on a su qu'il y avait un autre reporter, Christophe Glaise, qui lui est français, il est né en France, qui se retrouve en fait là-bas. Donc en fait il est dans une position où il est obligé d'accepter les deux. Alors il se dit alors je vais juste prendre le cas de la défense de Christophe Glaise, mais en même temps j'ai une partie de mon électorat qui dit c'est bien fait pour la tête à Boualem Sansal. Il n'avait pas critiqué le pouvoir algérien, donc il se retrouve, excusez-moi, mais le cul entre deux chaises, donc il est obligé de réagir. Oui. Juste une question, Arnaud Benedetti, on va parler de on va faire votre coup de projecteur plus que coup de cœur ou coup de gueule, mais Boualem Sansal, pendant des années, il est retourné en Algérie. Jusqu'à cette date. Oui, c'est ça. Il vivait en Algérie, en fait. Il a acquis la nationalité française en juin 2024 et d'ailleurs, quand il est retourné en Algérie, donc au mois de novembre, le 16 novembre, il est retourné pour quelques jours pour régler des problèmes administratifs. Peu importe des affaires personnelles, mais il devait revenir 3 jours plus tard. Il avait la volonté de s'installer en France. Il cherchait une maison en région parisienne. Sa femme était en France, donc pour lui, son lieu de résidence devenait de fait la France. Donc il a pendant des années et des années fait des allers-retours entre Paris et Alger sans être inquiété. Moi je lui interrogeais souvent, je lui posais la question, mais je lui disais arrête parce que franchement, vu les positions que tu prends et vu la nature du régime, un jour tu vas avoir des difficultés et des problèmes. Et il me répondait de toute façon, ils sont totalement indifférents à ce que je raconte, ils me méprisent absolument, je n'ai aucun point en Algérie et au pire, ils me prennent ou au mieux, je sais pas, ils me prennent pour un vieux fou. Voilà. Donc, il pensait qu'il ne lui arriverait rien. Alors, on va y revenir dans un instant. On doit marquer une pause, mais vous nous direz aussi ce qui a été le déclencheur. Pourquoi il a été arrêté cette fois-ci. On y revient dans un instant avec vous, Arnaud Benedetti. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, ce sont nos deux compatriotes, Cécile Coller et Jacques Paris, qui sont accusés d'être des espions du Mossad. Ils risquent la peine de mort. On va en reparler, mais Arnaud Benedetti, parlons avec vous de Boualem Sansal. C'était votre coup de cœur. On a appris le verdict il y a 2 jours d'un emprisonnement, d'une condamnation à 5 ans de prison. Oui, c'est un coup de cœur
qui est lié évidemment au courage de Boualem Sansal, dont il faut souligner l'extrême résistance par rapport à ce qu'il subit, bien évidemment, et surtout par rapport à ses juges. Je voudrais revenir sur les déclarations qu'il a pu faire lorsqu'il s'est retrouvé en appel face à ses juges il y a maintenant une semaine. Il a récusé un à un tous les chefs d'accusation que fait peser le pouvoir algérien sur ses épaules. Le procès a duré 10 minutes en tout et pour tout. Je le rappelle quand même, c'est important de le savoir. 10 minutes, c'est-à-dire c'est moins que les procès staliniens et que les procès soviétiques. Et toute la logique, si vous voulez, politico-judiciaire qui est mise en place par les Algériens, c'est que finalement, Boualem Sansal reconnaisse des fautes qu'il n'a pas commises. C'est la logique des aveux. C'est vraiment la logique des aveux, donc ce qui montre bien que ce pouvoir est profondément inspiré par ceux qui l'ont généré, c'est-à-dire les soviétiques à l'époque, dans les années 60, et qu'il garde en effet encore ces réflexes. Et Boualem Sansal a tout simplement répondu très posément, avec calme, avec humilité, qui le caractérise d'ailleurs, à ses juges. Sa juge est allée, la présidente du tribunal, qui a mené à charge bien évidemment complètement l'audience, est allée jusqu'à l'interroger sur le contenu politique de ses livres, lui reprochant le contenu politique de ses livres. Il a eu cette phrase extraordinaire, il a dit: je comprends, on est en train de faire le procès de la littérature. Donc vraiment, compte tenu de son âge, compte tenu de sa maladie, compte tenu certainement de son état de faiblesse, isolé dans une prison algérienne, je pense que Sansal nous donne une leçon extraordinaire à tous ceux qui sont prudents, qui ont peur, qui se cachent derrière leurs petits doigts ici à Paris dès lors qu'il s'agit de parler du régime algérien. On a quelqu'un qui, lui, est confronté à la brutalité de ce pouvoir et qui fait preuve de ce qu'il faut, c'est-à-dire le courage. Qu'est-ce qu'on attend ? Et vraiment, je dis ça parce que c'est un ami en plus. Boualem, je connais ses qualités et ses vertus, mais il faut le dire, et ce serait bien que nos dirigeants politiques entendent ce que fait cet homme confronté encore une fois à l'arbitraire et à un pouvoir politique qui n'a que pour but de le faire taire. Il faut bien comprendre que les Algériens l'ont arrêté. Alors il y a des tas de raisons politiques. Pourquoi quel a été le déclencheur ? Le facteur déclencheur, à mon avis, c'est la position de la France sur le Sahara occidental, c'est-à-dire le changement de pied diplomatique, moi que je n'ai pas à discuter, en l'occurrence. Le président Tebboune avait dit fin juillet, quand il avait eu vent de la possibilité que la France reconnaissent la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental, que de toute façon, si les Français opéraient ce changement, ils le regretteraient amèrement et profondément. Je pense que la première réponse algérienne, ça a été en effet d'arrêter Boualem Sansal. Boualem Sansal est un intellectuel critique, un écrivain critique depuis 40 ans. Il dénonce le régime algérien, sa compromission avec les islamistes, sa corruption, etc., etc. Et l'occasion était trop bonne pour eux, ce retour en Algérie. Boualem Sansal a été en effet, je pense, l'une des victimes de ce durcissement des relations entre la France et l'Algérie. Mais Arnaud, qu'est-ce qu'on attend ? C'est pas supportable. Moi, je peux plus entendre, ça me met hors de moi. Je veux dire, il y a un moment, si la grâce n'est pas donnée le jour où la célébration en Algérie, dans quelques jours, s'il n'est pas gracié, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon ? C'est après-demain. C'est après-demain. Et il ne sera pas gracié. Vous pensez qu'il sera gracié ? Non. Il y a peu de chance. Nous, si vous voulez, on continue à espérer. C'est vrai que ce matin, quand on regarde la presse algérienne, qui est aux ordres, on a quand même quelques signes d'inquiétude. Oui. On n'est pas du tout sûr. On n'est pas du tout sûr que cette. Mais ça, si on élargit la question avec nos deux otages, Mais c'est intéressant parce que le deuxième otage, si vous me permettez, la stratégie qui a été mise en place. Je rappelle que cet otage a été, ce jeune journaliste qui est maintenant otage, a été interpellé par la police algérienne le 24 mai dernier. Oui, il y a un an. Il a été placé sous contrôle. C'est pas dernier. 24 mai dernier, excusez-moi, 24 mai 2024. Vous avez parfaitement raison de me reprendre. Mais pendant un an, cette affaire a été tenue secrète. Oui. C'était ordre du Quai d'Orsay, conseil appuyé du Quai d'Orsay, stratégie du silence, stratégie de la discrétion, ne faisons rien qui puisse d'une quelconque manière que ce soit exacerber encore plus les hiérarques algériens qui le sont vis-à-vis de la France.
Résultat des courses, il est condamné à 7 ans de prison ferme. Et nous, ça fait des mois qu'on nous dit, attendez, vous en faites trop avec le comité de soutien, vous parlez trop, vous mobilisez trop, vous les excitez, vous les énervez. La réalité, c'est que, je reviens à ce que je disais, si Boualem Sansal, l'objectif des Algériens, des autorités algériennes, c'était de faire un exemple avec Boualem Sansal. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? De le faire taire, de l'emprisonner, de le faire taire. Et surtout d'envoyer un signal à tous les intellectuels critiques, à tous les opposants. Regardez ce qui peut vous arriver. On l'a fait avec Boualem Sansal, qui est quand même une personnalité littéraire majeure de la francophonie. On le fera avec tout le monde. Oui, c'est un trophée de guerre. Et je pense qu'il faut en parler, contrairement à ce que pense le Quai d'Orsay, qui fait. Oui, mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, le cas de Boualem Sansal est totalement oublié. Il faut faire quelque chose. Nous, on a dit depuis des mois et des mois que la stratégie qui était menée par la France était à nos yeux une stratégie qui nous semblait insuffisante. Et je veux dire, c'est pas le comité de soutien qui est aux manettes, ça vous achèvera pas en l'occurrence. Qu'est-ce qui serait suffisant ? Des moyens d'attention économique. Écoutez, on verra bien. Moi, je veux pas trop. On était à 48 heures. On était à 48 heures d'un moment important. Mais la réalité, c'est qu'il faudra certainement, si demain Boualem Sansal n'est pas gracié, que M. Macron et M. Barrot, pour les citer nommément, revoient leur stratégie, qui est une stratégie qui n'aura pas porté ses fruits. On a un peu un paillasson, la France, aujourd'hui. Est-ce qu'on imaginerait un franco-américain, un algéro-américain l'Amérique, c'est autre chose aussi. Arrêté de cette manière. La puissance de l'Amérique, c'est autre chose. Et là, ça montre toute l'incapacité de la diplomatie française. Quand on a eu Jean-Noël Barrot qui est parti là-bas, on a eu Pinette, le 7 avril. Retour, 7 avril. Il n'y a rien eu. Il n'a même pas cité le nom. Là, en ce moment, alors que c'est quand même le ministre. Je vois en direct le ministre. Le titre, c'est Barrot exige la libération de Colère. Oui, mais c'est comme France Diplomatie qui dit il y a quelques jours dans un tweet, nous regrettons la condamnation de Christophe Glaise. Nous regrettons. La France regrette. Mais la France doit agir. Moi, je dis qu'après-demain, parce que je suis d'accord, il faut absolument pas, c'est pas le moment de réagir. Mais il y a un moment, c'est stop, et c'est violent, le stop. On a des moyens après, il y a une autre réalité, parce qu'il faut vraiment comprendre la réalité de ce pouvoir. Le pouvoir algérien est un pouvoir qui est traversé de factions et de clans. Oui. Donc, si vous voulez, Tebboune... n'a pas forcément les mains libres. Si on préjuge de sa sincérité, ce dont je ne suis pas du tout sûr, en l'occurrence quand même, mais si vous voulez, il y a des luttes de factions. On sait qu'il y a une ligne dure qui est certainement défendue notamment par la direction de la sécurité intérieure du régime, qui consiste à dire de toute façon on ne le libère pas. Donc on va voir ce qui va se passer là dans les heures qui viennent, soit ce soir, soit demain. On va avoir une liste qui va être envoyée aux journaux algériens où ils vont communiquer le nombre de personnes qu'ils gracient. Ça va se passer comme ça. Et après, à partir de minuit, ils commencent à libérer au fil de l'eau. C'est comme ça que ça se passe, au fil de l'eau, les prisonniers. On va voir si Sansal en fera partie ou pas. C'est un moment qui est fatidique. Mais je pense que s'il n'y a rien le 5 juillet, ça voudra dire qu'il n'y aura rien. C'est vrai que nous, en France, on voit le pouvoir algérien comme monolithique parce qu'on ne voit pas du tout. Et en fait, c'est une dictature des généraux. Donc il y a d'énormes, on va dire, il y a des mastodontes dans le pouvoir algérien qui se font la guerre entre eux. Et en plus, ça se retrouve au niveau local, puisque c'est eux qui nomment les préfets et tout ça. Donc ça peut. C'est surtout une dictature, une corruption généralisée où chacun, en gros, se partage des marchés. C'est plus une corruption généralisée, c'est une culture. Mais ils ont peur de rien en France. C'est des années 60, c'est une culture qu'ils ont. Et on va dire, c'est fascinant. Il y a quand même, il y a des moyens de rétorsion. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien de la France. Les moyens de rétorsion, il y en a au moins 3. Je vous en cite 3. Il y a, en effet, il y a les biens des hiérarques algériens. Qui sont nombreux. Il y a les visas. Évidemment, les où là, visas, il y a un véritable levier. Parce que les visas, la politique des visas est très importante pour eux. Pourquoi ? Parce que politiquement, elle leur permet, c'est un peu un sas de décompression, parce qu'ils envoient leur jeunesse qui est miséreuse et qui n'a pas de liberté en France. Donc ça permet, si vous voulez, de renvoyer le problème vers la puissance ONI, l'ancienne puissance ONI coloniale, la France. Et troisième point, évidemment, qui est lié aux questions de visa. D'ailleurs, il y a les accords de 68. Donc on a quand même des leviers que la France n'a pas voulu jusqu'à présent actionner. Bon, on verra. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que nous n'actionnions rien de ça. Non. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le Sud Radio, je vous propose qu'on continue sur la diplomatie, puisque c'est vraiment l'actualité. À l'instant, Jean-Noël Barrot qui s'exprimait, qui tenait une conférence de presse, il menace l'Iran de sanctions. Voilà, on vous le disiez, menace l'Iran. Donc je rappelle qu'on a deux personnes, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont retenus depuis 3 ans en Iran. Ils étaient en voyage touristique. Ils sont dans cette prison effroyable à Téhéran. Et alors le timing, pourquoi on s'agite aujourd'hui? Oui, parce qu'ils ont hier été pas condamnés, ils ont été mis en examen, inculpés. Donc vous l'avez dit, c'est ça qui est intéressant. Ils risquent la peine de mort. Espionnage et ils risquent la peine de mort. Mais la diplomatie des otages en Iran, c'est connu, c'est classique. C'est leur arme. Et les gardiens de la révolution qui tiennent en réalité le pays en ont fait une arme pour avoir un levier d'action sur les autres pays. Et je dois dire que j'ai très peur pour eux, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le reportage sur les gardiens de la révolution sur Arte. Il y avait une anglo-iranienne qui a dû attendre 5 ans avant de rentrer avec le combat de son mari, alors pour une histoire soi-disant de dette impayée. Mais quoi qu'il en soit, c'est une stratégie des Iraniens. Et en fait, comme disait quelqu'un, la vie n'a pas trop de valeur chez eux, y compris chez les Algériens. Il y a une autre dimension, parce que faut quand même regarder les chefs d'accusation. Il y a l'espionnage, donc là c'est un critère politique. Donc toutes les dépêches AFP ont tous souligné ce critère-là. Mais il y en a un autre critère. On est dans une théocratie, c'est quand même important. Oui. Ils utilisent l'expression coupable de corruption sur terre. C'est la Sourate 5, verset 33. Et le coupable de corruption sur terre, c'est une condamnation à mort directe. Donc j'espère que le ministère des Affaires étrangères a bien conscience que lorsqu'ils utilisent l'expression corruption sur terre, c'est pas juste un jugement religieux. C'est un jugement religieux, c'est pas juste politique, on va pas juste falloir négocier là. C'est autre chose, ils sont en train de te faire passer un message. Donc c'est important. Mais comment l'Iran, après avoir reçu ne comprend pas. Comment est-ce que l'Iran, après avoir, il me semble, Arnaud Benedetti, vous l'évoquiez, que le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé le président iranien pour lui faire part de sa compassion après les bombardements. C'est quoi cette diplomatie? C'est une politique. La ligne diplomatique d'Emmanuel Macron est très oscillante depuis 2017. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment quand même qu'il y a une forme, c'est le moins qu'on puisse dire, de peur qu'il est nous, d'une certaine façon, parce que quand même appeler le président iranien il y a une semaine, lui faire part de sa compassion par rapport au bombardement que l'Iran a subi. Mais il peut y avoir une stratégie un peu de détournement, de contournement. Haïti libère les otages, on n'a rien à faire. Le résultat est nul, puisque nos 2 otages qui sont déjà otages depuis 3 ans sont aujourd'hui inculpés d'espionnage. Il faut aussi savoir. Donc on ne peut pas considérer que cette stratégie diplomatique soit particulièrement féconde. Macron, il faut savoir qu'il a considérablement diminué le pouvoir du Quai d'Orsay, qu'ils ont hurlé à l'époque, et que le Quai d'Orsay était quand même quelque chose qui fonctionnait bien. Une belle machine, oui. Et j'en sais quelque chose, avec un beau-père qui avait 350 réfugiés au Chili et qui avait pris sur lui de le faire, parce que la France ne voulait pas s'engager déjà à l'époque. Donc il y avait une vraie diplomatie, un Quai d'Orsay assez fort. Et pourquoi a-t-il voulu... Mais il a cassé le corps diplomatique. Il a cassé le corps diplomatique. Il a cassé le corps protectoral. Il a complètement cassé le corps diplomatique. C'est sa politique. Alors que la diplomatie, c'est un métier. Quand même, c'était comme vous dites, c'est un métier. Pourquoi faire Mais en plus, la séquence, elle est intéressante, puisqu'on se retrouve avec Christophe Glaise et Boualem Sansal qui sont condamnés la même semaine, et 2 jours après, l'Iran fait passer le message qu'ils vont les condamner à mort. C'est ça. C'est dingue. Et l'Iran et l'Algérie, il faut le rappeler, sont alliés. Donc c'est quoi? Il y a une forme d'humiliation absolue pour la France quand même. Ce qui est sûr, c'est que le rapport de force nous est pas favorable, manifestement. C'est surtout pour les otages que c'est embêtant. Ils ont senti le sang, maintenant, on se fait mordre. On va changer complètement de sujet. La grève du contrôle aérien. On est content aussi. Non, mais il y a des aberrations. On n'arrête pas de relever ces aberrations. Donc aujourd'hui, la moitié des vols sont annulés à Nice, le quart dans les aéroports parisiens. Et donc c'est le deuxième syndicat d'aiguilleurs du ciel, UNSA-ICNA, qui a lancé ce mouvement pour réclamer des meilleures conditions de travail, des effectifs plus importants, mais surtout
Ils réclament, ils ne veulent pas de pointeuses parce qu'il faut savoir qu'ils ont des conditions de travail relativement cool. Relativement cool. Ils travaillent 4 jours par semaine. Alors, c'est un métier extrêmement prenant, extrêmement difficile, mais ils ont eu pas mal d'aménagements. Ils veulent pas de pointeuses. En fait, le fond du truc, c'est qu'ils gèrent leur agenda comme ils le veulent, hein, Sophie. Alors, ça dépend de qui. Alors voilà, je me suis posé la question parce qu'effectivement, il y a les aéroports de Paris, mais on sait très bien que c'était compliqué, qu'ils n'avaient pas le pouvoir qu'il fallait, etc. Augustin Romagné disait que c'était très compliqué. Donc il y a l'État là-dedans, mais moi je considère que c'est une question de sécurité. C'est presque une mission régalienne, le contrôle des avions, parce qu'on peut pas s'amuser à avoir une boîte privée. Et Dieu sait si j'aime les boîtes privées, qui imaginent faire des économies ou je sais pas quoi, ce qui n'arriverait certainement pas. Mais c'est une mission régalienne que le contrôle des avions. Et donc, je trouve insensé. Et là, je soutiens complètement. Il n'est pas question de céder à cette grève. Ce sont en plus, dit Philippe Tabarot, le ministre des Transports, des revendications portées par des syndicats minoritaires, mais qui bloquent tout le trafic aérien. Ça suffit à perturber le trafic aérien. C'est comme le train. Gilbert. Non, ce qui se passe, c'est qu'on est tous marqués par... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils avaient fait grève il y a très longtemps, et ça avait provoqué un accident, puisque l'armée avait remplacé les contrôleurs aériens. Je pense que cette catastrophe, il y a très très longtemps, cette catastrophe a marqué... Pardon, j'étais pas né, ouais. Cette catastrophe a dû marquer un peu cette population, c'est dire on est à la main et on peut exiger à peu près tout ce qu'on veut, puisque de toute façon on est indispensable, incontournable, et whatever, quoi qu'il arrive, on obtiendra. Donc c'est vrai que... Mais Reagan avait prouvé le contraire. Possible. Reagan, il les avait licenciés. Licenciés, virés, direct. Très bien, ça. C'est particulier le contrôle aérien, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui, et c'est vrai que c'est un savoir-faire technique. Voilà, cette surpuissance leur donne un peu droit à faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est ce que moi je me dis à chaque fois que... Tu bloques les usagers, tu bloques l'espace aérien. Bah oui. On ne peut plus céder aux grèves. On ne peut plus. Oui, mais qu'est-ce que vous faites du droit de grève? On les laisse faire grève, mais on ne cède pas. Bah oui, donc ils sont pas payés. Donc vous allez. Ils sont pas payés. Oui, mais après vous savez très bien que dans les négociations après. Non, mais je sais très bien, mais je ne veux pas savoir. Marseille, tous les ans, on leur reste une semaine les poubelles dans la rue. Là, c'était le tramway. En l'occurrence, c'est à la veille, et c'est toujours à la veille. Et c'est toujours à la veille des départs en vacances. Le 14 juillet, ça va être vraiment bien. Là, ils vont trouver autre chose. Bon, à la SNCF. Je vous propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, avant de compter, je voulais vous parler, moi c'est un coup de gueule, c'est un reportage de l'œil du 20h de France 2. La gare de Nantes fermée à cause de la canicule. Un fiasco à 37 millions d'euros, inauguré en 2020 et conçu pour résister à la chaleur. Sa structure n'a pas réussi, n'a pas supporté les chaleurs extrêmes. Donc ils ont été obligés. Absolument. La structure avait été conçue pour... Donc là aussi, il y a des responsabilités, il y a des questions qu'on peut poser. C'est pourquoi on construit des structures en verre quand on nous parle de réchauffement climatique. Visiblement, il y a eu des malfaçons, ou en tout cas, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est vrai que cette gare a été n'a pas résisté à la chaleur. L'épisode... Et ça veut dire quoi, pas résister à la chaleur? À Lyon, avec ça devait être confort. À l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Et la ça doit faire que 4 minutes, c'est fou, je pense. Mais il y avait un épisode pareil à Lyon il y a une semaine avec une structure qui était sur la place, qui devait rafraîchir les gens. Ça a coûté en gros 1 million de contribuables, et en fait ça n'arrange strictement pas la situation. Et là il prévoit, de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, de construire un hôpital sur le même modèle, c'est-à-dire entièrement vitré. Aujourd'hui, mais c'est pas drôle. Pour les malades, c'est super. C'est bien sur la chaleur. Et les urgences ne sont pas climatisées. Qui renoncent à des accords avec des villes israéliennes. À Bordeaux. Qui allaient s'intéresser à des problématiques un peu nulles. Ouais, c'est Ouest France qui nous dit coup de chaud également pour la gare de Nantes, forte chaleur qui ont eu des conséquences à la gare de Nantes, obligée de fermer sa mezzanine aux voyageurs. Et c'est vrai que c'est un bâtiment tout neuf. Oui, mais ce qui est très important dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que on est tous désespérés. Les Français ont un moral effectivement très bas, que ce soit économique, politique, médical, etc. Mais moi, je suis chef d'entreprise, je me pose la question comment on fait, parce que
Là, ce que vient de dire Valérie est incroyable. Alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dise que dorénavant, il y ait des normes, effectivement, pour éviter, pour construire. Je croyais que vous étiez contre les normes. Mais je suis contre les normes, c'est bien ce que je dis. Donc, comment rétablir la situation en France? Tout le monde, on se demande qui a la responsabilité de construire une... Mais il faudrait que c'est les architectes qui... Oui, les artichauts. Je veux dire que on est à un tel stade que j'aimerais savoir comment on peut s'y prendre. Il faut énormément d'autorité, il faut... mais il y a des experts quand même, si je peux me permettre. Là, au-delà de la gare, décidément, au-delà de la gare, c'est la même chose partout. Je veux dire que ce soit en politique étrangère, que ce soit en économie, où on décide tous les jours des nouvelles exigences. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'il faut un président de la République terriblement autoritaire, un Premier ministre? Est-ce que non, mais là vous êtes dans l'état profond. Je pense que vous êtes dans l'état profond. Oui, exactement. C'est-à-dire le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnalisation, sa culture, ses normes, ses contraintes. Et comment on fait? Sa pratique, ses process, voilà, et tout ça explique. Ça se réforme pas. Mais que les actes de la gare de Nantes. Oui. Alors comment on revient en arrière? Je pense qu'avec à la gare de Nantes, il faut qu'il demande ma prime rénov pour. Il faut certainement recentrer l'État sur ses missions essentielles, régaliennes, et ensuite vraisemblablement débureaucratiser. Quand on essaie de trouver 40 milliards, vous avez deux éléments. On n'y arrive pas quand on cherche 40 milliards pour recentrer justement sur des actions prioritaires, sur des sujets fondamentaux. Le textile, si tu veux. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des sujets. Parfois, on cherche des économies tellement ridicules, ça en est désespérant. Il y a un problème, c'est qu'on n'est plus capable de financer notre modèle social aussi. C'est ça le vrai problème. On a un modèle social qui est le modèle social le mieux disant au monde, mais que l'on n'arrive plus à financer. Exactement. Parce que tout simplement, on n'a plus de croissance économique. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir le prix Nobel de l'économie pour le comprendre. 40 milliards, tu te retrouves avec un État qui te dit il faut trouver 40 milliards, donc probablement hausse d'impôts quelque part, alors que tous les services publics sont rouges et que rien ne fonctionne. Non mais attends, donc le bon sens qui disait si on est à croissance zéro des dépenses, parce qu'il y a une croissance endogène qui fait que le budget augmente et continue. Si on se dit allez on fiche tout, rien que c'est le bon sens. Si on évite d'indexer certaines dépenses un semestre, on trouve 3, 4, 5, 6 milliards rapidement. Et je ne comprends pas, parce qu'il faut travailler en grande masse maintenant. Il ne faut pas aller chercher 25 millions là, 100 millions là, il faut chercher 10 milliards par 10 milliards par 5 milliards. Et je trouve que je suis un peu sidéré de voir qu'on perd un temps fou sur des micro-sujets là où il faudrait aller sur des sujets fondamentaux. Prenez un exemple, le millefeuille administratif français. Non, mais les le retraites... millefeuille administratif français, je veux dire, c'est un vrai sujet. Vous avez des conseils régionaux, des conseils départementaux, des communautés d'agglomération, etc., etc. Et on doublonne toutes les structures partout. Donc on a un vrai sujet. Jacques Delarosière, qui était l'ancien gouverneur de la Banque de France, que je connais bien, expliquait il n'y a pas longtemps dans le Figaro que l'Allemagne avait un nombre de communes qui était beaucoup moins important que le nombre de communes français. Il expliquait aussi que l'Allemagne avait une fonction publique moins nombreuse, moins importante que la fonction publique française, alors qu'ils sont 80 millions et elle n'est pas moins efficace en l'occurrence. Donc on voit bien qu'il y a le millefeuille. Ça vous intéresse sur la réduction, sur ce qu'il fallait faire. Réduction des dépenses publiques pour l'État, réduction à 20% des aides aux entreprises. Première des choses, les aides aux entreprises, on m'en dit parce qu'on nous en donne indéfiniment. Suppression d'agences publiques redondantes, mise en place d'un budget base zéro et des aides. C'est ça. Là, tu gagnes rapidement. Mais absolument. Oui, mais enfin, après, c'est la volonté politique. C'est le Yaquin Faucon. On sait ce qu'il faut faire, sauf que c'est pas fait. C'est ça, Valérie. Mais c'est pas vendable politiquement. Non, le problème, c'est quand tu dis il faut fermer des agences, ça prend énormément de temps de réduire le millefeuille administratif, de changer les conseils généraux. Il faut prendre des mesures là dans le mois, c'est-à-dire on désindexe les retraites, je ne sais pas, on ferme quelque chose, on fait un budget zéro. C'est ça le sujet. Prenons l'exemple des retraites. Qui va dire la retraite, je vous la fais passer à 67, 68, 69 ans? Personne ne veut le dire. C'est même pas le sujet. Là, aujourd'hui, chaque 6 mois, on indexe le montant des retraites qui a des principaux sujets. Parce que le sujet, c'est qui vote. Et ceux qui votent, il y a une énorme part des retraités qui votent le poids électoral. C'est au Parlement que tu vas passer le budget, c'est pas. La Cour des comptes est désespérée et ça va être. Ils vont débarquer chez nous. La Cour des comptes dit que. Mais regardez, c'est Christine Bouilleux qui m'envoie cet article du Monde, des dizaines de milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises versées. Oui, mais je suis d'accord. Le crédit impôt recherche. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais quand vous voyez que la fraude sociale aussi. La fraude sociale. Mais la fraude sociale, c'est un vrai sujet.
sujet. Quand vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une aide, il y a des gens qui arrivent à se glisser pour détourner. C'est comment est-ce que l'État n'est pas plus vigilant? Comment est-ce que l'État n'arrive pas Je ne sais même pas s'il est en capacité de l'être. Il est tellement dispersé partout. Des fois, il y a des concurrences entre certaines institutions qu'au final... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez cette information aussi sur ces centres de soins dentaires dont on nous a dit que ce serait la panacée. Les fraudes qu'il y a eu, moi mon dentiste m'a alerté il y a déjà plus de 5 ans de ça, c'est arrivé à une collaboratrice ici, elle est allée dans un de ces fameux centres dentaires, centres de soins dentaires, on lui a dit vous avez 48 caries, je sais pas combien, ou 24 caries. Elle est allée voir mon dentiste qui lui a dit bah non, vous avez pas de caries. Et en fait ils font un travail, le dentiste a expliqué, ils font le boulot, ils se font rembourser par la Sécu, et là hier 8 responsables d'un réseau de centres de soins dentaires ont été placés en garde à vue après une fraude qui aurait permis de détourner 10 millions d'euros à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on va me plomber des plombages. Non mais le truc c'est ça, mais le truc c'est que vous avez les dentistes qui alertent, vous avez dans ce secteur-là, vous avez à chaque fois des spécialistes qui peuvent vous dire quelles sont les dérives et les fraudes et qu'on ne fait rien. Et parce qu'on ne fait pas appel au privé. Mais bien sûr que si, c'est des centres privés. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce sont des centres privés, Sophie. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que pour détecter les fraudes des dentistes, il fallait prendre des professionnels. Mais c'est eux qui fraudent. Bien sûr. Mais regardez l'État, comment il n'arrive pas à gérer. Je ne voudrais pas revenir sur la taxe carbone. Ça nous a coûté. Le CPF, on a tous reçu des SMS, vous voulez utiliser votre CPF, mais c'était de la carbouille pour récupérer l'argent. C'était des faux. Il y a des faux SMS aussi. Non, mais c'était des faux. Il y a eu un dévoiement. La prime Rénov', j'en ai parlé ici. Ils disent 20% de la prime, c'est du bidouillage. L'argent part. Alors, pas la fraude sociale, je t'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a plus de cartes vitales que de gens. Il faut regarder la structure de l'État, le budget de l'État. C'est vrai qu'il y a un sujet. Je crois que c'est 50% du budget de l'État, c'est de l'impôt, le reste, c'est de la dette. Oui, absolument. Donc à partir du moment où vous financez à 50% avec de la dette, c'est que vous avez un problème. C'est que votre modèle social. Mais ce qui est inquiétant, c'est que quelques responsables politiques, dont d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale, nous disent ils ont toujours cette même recette miracle. Il va peut-être falloir augmenter les impôts. Voilà, absolument. Mais quand vous voyez ça, 8 centres qui détournent 10 millions d'euros. On est aussi compétent que pour le faire. Pour dire qu'il faut augmenter les impôts. On va voir ce que va nous sortir le Premier ministre. Où va-t-il trouver ces 40 milliards? C'est bien le sujet pour lui, parce que le problème pour lui, c'est le problème pour lui, c'est qu'il n'est pas du tout sûr qu'il passe l'épreuve du budget. Absolument. Mais pourquoi il la passerait? Et puis de toute façon, je pense que l'équation est impossible. Il la passerait. C'est une équation impossible à réaliser aujourd'hui. Non, mais ça veut dire qu'il sera censuré. Il va être censuré, bien sûr qu'il va être censuré. Mais il y a un moment, même si c'est un déséquilibre pour le pays, on ne peut pas continuer à avoir une politique naze. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Il n'a rien fait. Je suis d'accord qu'il n'a rien fait. Mais comment voulez-vous faire quelque chose dans un pays où vous avez une Assemblée nationale où vous êtes de toute façon, quoi qu'il arrive, minoritaire? C'est pour ça qu'il faut retourner aux urnes. Le principal responsable, il est à l'Élysée aujourd'hui. Donc, c'est tout. Je voulais qu'on parle donc de cette... Alors là aussi, je suis tombée de ma chaise. Un article dans Le Parisien. La lisibilité d'une copie ne fait plus partie des critères. Les enseignants sidérés face à la baisse des exigences au brevet et au bac. Donc on ne va plus noter que la fin de la lecture à l'oral et pas le début, parce que les pauvres, ils sont émus, donc ils peuvent bafouiller. Non mais ça vous fait rire. Ça ne m'étonne pas, voilà, on appelle cette démagogie. C'est le rire du désespoir. Une enseignante, c'est une tribune qui a été publiée qui dit ça s'appelle la démagogie de la bienveillance. Mais qui décide ça? L'éducation nationale. Alors attention. Non, mais c'est qui l'éducation nationale? Moi, je pense que c'est pas de la bienveillance. Non, parce que c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Mais ce que je veux dire, j'ai regardé ce sujet puisqu'on a reçu de Juliette les thèmes. Le brevet, c'est que le thermomètre. Je dois dire que le brevet, c'est le dernier process d'un process de formation. À mon avis, les problématiques remontent en primaire, en maternelle et au collège. Parce qu'une fois qu'on passe le brevet, j'allais dire, le job est fait. Que ce soit bienveillant, pas bienveillant, facile ou pas facile, c'est pas un sujet. Et je dois dire que, alors, je suis pas allé dans le détail de la copie. Les compétences qu'on demandait, parce qu'il y avait un professeur qui publiait ce qu'on demandait dans les années 70 et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est plus la même chose. Bah ouais, évidemment, il y a le codage, il y a la programmation, il y a plein d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte. Le brevet, il faut que ce soit exigeant. On le proposait pas, on l'a remis à l'ordre du jour, vous savez, pour tous les étudiants, pour tous les jeunes. Mais je considère que l'essentiel se fait avant. Cette épreuve, elle est symbolique, elle est purement. Non, mais on descend l'escalier avec ça. Oui, mais est-ce qu'avant, on l'a descendu avant? Ce que je peux vous dire, c'est que. Mais on continue à le descendre.
Oui, enfin, selon certaines études, effectivement. Mais vous savez, si on regarde dans le détail, il y a des collèges qui s'en sortent dans des zones où ça se passe bien, et il y a des collèges qui décrochent. Effectivement, oui, c'est ça. Et c'est là qu'il faut travailler beaucoup plus en amont. D'ailleurs, je reviens toujours avec ma marotte, pardonnez-moi Valérie, il faut investir dans l'enseignement supérieur, il faut investir dans l'école, il faut investir dans la recherche. Mais investir, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Les profs, le niveau des profs, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Il faut toujours plus d'argent. Non. Pour faire quoi? Mais d'abord, il faut de l'argent, là, il en faut. C'est-à-dire qu'il y a des études, il y a des zones qui sont sous-équipées en termes de profs, qui sont sous-équipées parfois en termes de moyens. Il faut qu'on ouvre des écoles là où il y en a besoin. Vous avez vu la semaine dernière l'information sur le recrutement des enseignants, aujourd'hui à 7 sur 20, ou des gens qu'on embauche qui n'ont pas de diplôme. Et qu'il faut des fautes d'orthographe. Par le bas, structurel. Oui, mais attendez, d'abord, il y a 800 000 enseignants en France, on recrute quelques milliers. Je défends pas le système. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien mettre des gens en face des élèves à un moment dans la salle de cours. Mais on met n'importe qui? Non. Là, en l'occurrence, là, il y avait une speed meeting l'année dernière, je sais pas comment ils vont faire cette année, pour essayer de recruter ceux qui étaient prêts à venir avec un bac plus 3 minimum, après requis. Alors, vous me dites qu'il y a des non-diplômés, je sais pas, je connais pas en l'espèce la situation. Mais on trouvera toujours des situations où ça se passe mal. Le problème, c'est le niveau du bac plus 3 aujourd'hui. Hein. Oui. Faut quand même se poser la question. Oui, mais enfin, il y a des bac plus 3 qui ne sont pas au niveau, je vous le dis. Je sais pas, une licence pro aujourd'hui, il y en a 1600, elles sont plutôt bien, les buts qu'on a lancés. On parle de la Sorbonne, il parle d'expérience. Je vous parle du niveau. Je vous parle du niveau. Quand vous enseignez le français à un enfant de maternelle, vous n'avez pas besoin de faire centrale non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas. Vous savoir parler français. Oui, quand même. Oui, minimum. Ce que je veux dire, c'est que si on analyse, je défends pas. C'est pas le minimum. C'est pas le minimum. Mais si, on peut. J'ai amené mon petit-fils à la crèche. Les jeunes femmes ne parlaient pas français. Oui, mais là, c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. C'est le problème du recrutement. Ça veut dire que recruter un bac plus 3 n'est pas en soi un problème. Il faut recruter les bons bac plus 3, c'est ce que je veux dire. Sauf qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'argent, qui ne sont pas payés. Ouais, et puis il n'y a pas de candidats, surtout. Il faut revaloriser le métier. Il n'y a pas de candidats. Donc il faut niveau qui baisse. Il faut me payer, il faut donner de la valeur. Moi, je le vois sur les copies. Les parents sont responsables. Moi, je le vois sur les copies. Même en 15 ans, j'ai vu le niveau baisser, oui. Sur des matières littéraires, en plus, parce que moi, j'enseigne des matières littéraires. Donc, le niveau de la maîtrise de l'écrit, et puis alors après, le niveau de culture générale, j'en parle même pas. De réflexion, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et encore une fois, on oublie la responsabilité parentale. Parce qu'on attaque l'État en permanence. On attaque l'État en permanence. Il y a un moment, les parents engueulent les profs. Toute la journée. Non, mais le problème, c'est que moi, je pense que depuis des années et des années, on a quand même abandonné l'idée d'exigence dans la formation. C'est tout. Voilà, on paye 40 ans de pédagogie. On paye un demi-siècle de pédagogisme. Hein, il faut le dire. Hein. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Demain, on se retrouve évidemment pour d'autres débats. Très bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons